Tout pour investir, le coffre-fort. Et on va parler art, on va parler histoire relativement ancienne, bien entendu. Nous sommes avec Grégoire de Toury d'Agut. Bonjour. Bonjour Antoine. Alors, on va parler haute époque. Absolument. La haute époque, déjà, il faut situer ça dans le temps et dans l'esthétique artistique. On parle d'objets d'art, on parle de meubles, on parle de déco, on parle de... mais là, on est quoi ? On est au XIIIe siècle, quelque chose comme ça. C'est quelque chose. Ça comprend le XIIIe siècle. Alors en fait, vous avez raison. C'est une terminologie qui est assez difficile à comprendre. C'est comme le Nil finalement. C'est en sens inverse que ça se calcule. Exactement. Quand on parle de haute époque, on parle de temps reculé. Vous avez tout à fait raison. Cette analogie est tout à fait parlante. C'est une, comment dirais-je, terminologie qui en fait n'a rien d'universitaire. Elle est parfaitement commerciale et donc elle est très aléatoire, j'allais dire. Et aujourd'hui, le public s'entend sur le fait que cette haute époque comprend essentiellement le Moyen-Âge, la Renaissance. Il, traditionnellement, selon les usages, s'arrête au XVIIe siècle avec le siècle de Louis XIV, mais comme chez Agut, lors de nos 2 ventes haute époque par an, eh bien, nous avons aussi pris la liberté d'inclure une partie de la haute antiquité, la très haute époque, si vous voulez, en quelque sorte. Donc c'est une vaste période qui comprend essentiellement, dans tous les esprits, effectivement, le Moyen-Âge. Et toute la création artistique, en fait, donc les objets d'art, évidemment, mais aussi l'œuvre peinte, donc les peintures, qui sont relativement rares. Ce sont des objets qui sont très collectionnés, très recherchés, notamment depuis le 19e siècle. On aura sans doute l'occasion d'en parler. Bien sûr. Mais il y a tout de même un petit corpus de ces objets qui sont échangés dans ces ventes qu'on appelle des ventes de haute époque. Alors, vous n'êtes pas venu les mains vides, vous avez un objet qui est absolument magnifique et qui est représentatif de cette époque. Il s'agit d'art sacré, il s'agit d'une figurine de Christ, mais alors qui est très emblématique parce qu'elle regroupe à peu près tous les traits de caractère de cette époque-là. C'est ça. Alors cet objet que je vais essayer de bien vous montrer est un objet extrêmement précieux qui est tout à fait emblématique de la haute époque. Effectivement, c'est un Christ. Et quoi de mieux qu'un Christ pour représenter l'Occident du Moyen-Âge ? Évidemment, il est omniprésent, c'est le sauveur de l'humanité. Et il est représenté, vous voyez, c'est très intéressant, non pas souffrant comme on a l'habitude de le voir, mais triomphant, j'allais dire, dans sa faiblesse de crucifié, dans la mesure où il est roi, il est couronné. Il a sa couronne, et il a cette partie ici qu'on appelle le périsonium, qui est une partie qui couvre évidemment les parties intimes et qui est particulièrement travaillée. Il est émaillé, ce périsonium. Donc c'est un émail qui est chanlevé, on a retiré du cuivre pour y mettre une partie qui ressemble j'allais dire à du verre et qui se comporte comme du verre et qui, avec 2 teintes de couleur, vient ici rendre absolument majestueux et royal un linge qui évidemment avait vocation à tourner en dérision la figure du Christ, qui est véritablement grand roi parce que véritablement Dieu dans l'humilité et même l'anéantissement de lui-même. Donc cet objet est emblématique de l'Occident chrétien, donc de l'Occident du Moyen-Âge, j'allais dire, et donc bien entendu de ce qu'on va appeler la haute époque. C'est un Christ qui est en cuivre, embouti, donc c'est une pièce de cuivre qui a été martelée par l'envers pour donner une forme en relief. Il a été gravé avec, vous voyez ici, des petites pictures et un dessin qui a été fait par un retrait de matière dans le cuivre, et puis doré aussi, ce qui évidemment en fait un objet de luxe extrêmement important, qui était certainement destiné à orner soit le plat d'une reliure pour un évangéliaire, les livres étant d'une insigne rareté, soit une croix de procession ou une croix de dévotion ou d'autel. Mais c'est un objet éminemment précieux qui fait partie des objets qui seront présentés dans notre prochaine vente de haute époque le 17 décembre chez Agut. Ok. Parce que c'est vrai qu'on a on a des repères historiques assez évidents. Vous avez parlé de la Renaissance, c'est après, de l'Art Nouveau, de l'Art Déco, etc., qui sont très prisés des collectionneurs parce que c'est relativement récent et on a vraiment une vue historique assez précise. Là, le problème, c'est que la haute époque, c'est compliqué de la définir parce que le savoir encyclopédique, notamment au 19e, a un petit peu ferraillé pour savoir de quoi il s'agissait et qu'est-ce que ça regroupait. Est-ce que c'est pas un problème qui, à la fois, peut poser souci pour qui veut mettre une étiquette de prix, tout bêtement, sur ces œuvres-là, ou au contraire, qui les rend encore plus désirables et convoitées ?
Si, il y a un petit peu de tout ça. Ce sont des objets qui, évidemment, sont rares, on a eu l'occasion de le dire, et qui sont aussi de plus en plus rares dans la mesure où il devient assez difficile de distinguer le vrai du faux. Et souvent, dans ce segment-là, le vrai et le faux se confondent. Je souhaite invoquer une excellente rétrospective une exposition qui se tient au musée de Cluny qui s'appelle Le Moyen-Âge du 19e siècle, qui se tient jusqu'au mois de janvier prochain. Il faut aller voir cette exposition. Elle est extrêmement instructive sur ce sujet de la haute époque parce que les collectionneurs, à partir du 19e siècle, ont manifesté un intérêt remarquable pour les objets du temps de Saint-Louis, comme cette croix, comme ce Christ que je viens de vous montrer. Et évidemment, ils sont relativement peu nombreux à avoir passé les siècles. Donc, il y a eu des objets fragmentaires comme celui-ci. Vous voyez, les mains sont manquantes, les pieds sont abîmés et la croix n'existe plus. Eh bien, au 19e siècle, la plupart des collectionneurs avaient le souci d'avoir des objets qui soient complets, exactement. Et donc, sont intervenus de grands artisans de l'émaillerie, de l'orfèvrerie, qui sont venus compléter ces objets, tant et si bien que nous nous confrontons à des problèmes d'expertise nouveaux, qui sont la part d'authenticité de ces objets. Qui peuvent être composites. Qui souvent sont composites. L'exposition de Cluny le montre vraiment remarquablement bien, et qui parfois sont totalement à l'imitation. Et parfois, il est très très difficile puisque la science n'arrive pas non plus à trancher. Et j'ai vu l'exposition à Cluny avec des cartels très intéressants qui présentent les objets 13e siècle, point d'interrogation, / 19e siècle, point d'interrogation. Et là, l'humilité nous oblige à ne pas nous exprimer. Alors, du coup, qu'est-ce qui détermine le prix d'une œuvre quand on veut enchérir dessus, quand on veut l'ajouter à une collection ou en faire une forme d'investissement patrimonial ? C'est toujours le principe de l'offre et de la demande qui se rencontrent à l'instant T dans une vente publique, à plus forte raison, comme nous les pratiquons chez Agut. Donc le juste prix est toujours là et celui de l'offre et de la demande va déterminer des critères de rareté qu'il est assez facile d'apprécier dans la mesure où nous voyons des tendances quand même de décoration. Et j'allais dire que la haute époque répond à des obligations presque cycliques de grandes collections dans la mesure où un collectionneur qui va acquérir une pièce de haute époque la conservera toute sa vie. Et évidemment, lorsqu'il trépasse, ses héritiers n'ont pas l'intérêt du collectionneur pour ces objets-là. Et donc se pose la question de cette transmission qui va se faire auprès d'un autre public de collectionneurs qui vont avoir le souci de trouver ces pièces. Mais donc l'offre et de la demande se rencontrent à un instant T et il y en a pour toutes les bourses, j'allais dire, parce que les objets très prisés, extrêmement rares, qui ont toujours été très collectionnés et qu'on trouve en relativement faible abondance, atteignent toujours des prix extrêmement importants. Mais les objets plus ordinaires, j'allais dire, de cette spécialité, sont tout à fait accessibles pour quelques milliers d'euros, tout à fait. D'accord, à partir de quelques milliers d'euros. Absolument, et même centaines, j'allais dire, parce que vous savez, c'est toujours le même principe, c'est l'abondance qui crée évidemment l'accessibilité de l'objet dans la mesure où ce qui est abondant est bon marché. Et il y a des objets, même de la haute antiquité, qui sont très abondants. Je pense par exemple au verre antique, aussi fragile soit-il, le verre, dans son usage, permet de très belles pièces qu'on appelle des balsamères, qui étaient destinées à comment dirais-je, c'est des genres de peau à cosmétiques, si vous voulez, on dirait aujourd'hui. Et ce sont des objets qu'on peut acquérir pour une centaine d'euros, vraiment. Grégoire de Toury d'Agut, merci beaucoup pour ce focus sur la haute époque, et effectivement ce magnifique Christ qui date de cette époque, donc a priori 13e siècle. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Merci Antoine. Merci, à une prochaine fois. Avec joie.